Bonjour à toutes et à tous, passionnés d'histoire et curieux de l'extraordinaire. Bienvenue sur notre chaîne, où nous plongeons dans les récits les plus fascinants du passé pour en déterrer les leçons et les épopées. Si vous êtes nouveau ici, ou même si vous êtes un habitué qui n'a pas encore sauté le pas, c'est le moment parfait. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la clochette pour ne manquer aucune de nos explorations historiques. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu et un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Votre soutien est essentiel et nous aide énormément à continuer à produire du contenu de qualité. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une figure colossale, souvent éclipsée par des géants comme Charlemagne, mais dont l'impact sur la formation de la France médiévale est absolument indéniable. J'ai nommé Clotaire Ier, l'un des fils de Clovis, celui qui, par la force, la ruse et une détermination de fer, a réunifié les royaumes francs. Préparez-vous à une plongée intense dans un siècle de fer et de sang, le VIe siècle, où les frères s'affrontaient pour le pouvoir et où la notion même de royaume était en constante redéfinition. Pour comprendre Clotaire Ier, il faut d'abord comprendre le monde qu'il a hérité. Le grand Clovis Ier, son père, avait réalisé l'impensable, unifier sous son sceptre la majorité des peuples francs, convertir les élites au christianisme nicéen et jeter les bases d'un royaume qui allait devenir la France. Mais, et c'est là le drame qui va se jouer pendant des générations, Clovis était un roi franc. Et chez les Francs, la tradition germanique voulait que le royaume soit une propriété privée, partageable entre les fils comme n'importe quel autre bien. À sa mort en l'an 511, Clovis laissa derrière lui 4 fils, Thierry Ier, issu d'une première union, Clodomir, Childebert Ier et notre Clotaire Ier, les 3 derniers nés de Clotilde. Au lieu d'un unique royaume, la Neustrie, l'Austrasie, la Bourgogne, l'Aquitaine. C'était un découpage territorial complexe qui attendait ses héritiers. Chacun reçut sa part, avec des capitales comme Reims, Thierry, Orléans, Clodomir, Paris, Childebert et Soissons pour Clotaire. Imaginez la scène, 4 jeunes rois, tous ambitieux, tous porteurs du sang de Clovis, mais désormais rivaux par la force des choses. Ce partage, loin d'apporter la paix, allait initier près d'un demi-siècle de conflits fratricides, d'alliances fragiles et de trahisons sanglantes. C'est dans ce terreau instable que Clotaire va forger son destin. Clotaire Ier naît aux alentours de l'an 97. Il est le plus jeune des 3 fils de Clotilde. Autant dire qu'il a grandi dans l'ombre de ses aînés, observateur des jeux de pouvoir, des ambitions de sa mère Clotilde, une femme forte qui n'aura de cesse de vouloir venger ses parents burgondes et unifier la famille. Dès son plus jeune âge, il est immergé dans une culture où la force est la loi, où la guerre est un moyen de légitimation et où la survie dépend de l'habileté politique et militaire. Son royaume initial, basé à Soissons, n'est pas le plus puissant ni le plus riche. Il doit se montrer plus malin, plus féroce que ses frères pour non seulement conserver ce qu'il a, mais aussi l'étendre. Et les occasions ne vont pas tarder. La première grande épreuve arrive avec la guerre contre les Burgondes. Le royaume burgonde, situé entre les Francs et les Alamans, était un voisin puissant et souvent turbulent. Clotilde, la mère de Clotaire, avait une rancune tenace contre les Burgondes, qui avaient assassiné ses parents. Elle va pousser ses fils à venger cet affront. En l'an 523, Clodomir, Childebert et Clotaire s'unissent pour attaquer la Burgondie. Thierry, leur demi-frère, préféra se tenir à l'écart, trop occupé par des problèmes internes. La campagne fut initialement un succès, mais elle tourna au drame pour Clodomir. Lors de la bataille de Vézeronce en l'an 524, ce dernier est tué. Son royaume d'Orléans est alors partagé entre Childebert et Clotaire. Et c'est là que l'on voit le caractère impitoyable de Clotaire se révéler. Childebert et Clotaire, avides de s'emparer de l'héritage de leur frère, vont commettre un acte d'une cruauté inouïe. Les 3 jeunes fils de Clodomir, Théodébald, Gunther et Clodoald, étaient des menaces potentielles pour leur pouvoir. L'histoire racontée par Grégoire de Tours est glaçante. Clotilde tentait de protéger ses petits-fils, mais Clotaire et Childebert étaient déterminés. Les jeunes princes sont emmenés de force. Clotaire, le premier, va poignarder Théodébald. Childebert hésite, puis, sous la pression de Clotaire, tue Gunther. Seul Clodoald parvient à s'échapper en se rasant la tête et en embrassant la vie monastique. Il deviendra Saint-Claude. Cet épisode macabre montre à quel point Clotaire était prêt à tout pour consolider son pouvoir, y compris le meurtre de ses propres neveux. Le meurtre des fils de Clodomir n'était qu'un avant-goût de la brutalité qui allait marquer le règne de Clotaire. Le reste de sa vie serait une succession ininterrompue de guerres, d'intrigues, d'alliances éphémères et de trahisons calculées. La deuxième guerre de Burgondie et l'annexion, malgré la défaite et la mort de Clodomir, les rois francs n'avaient pas abandonné l'idée de conquérir la Burgondie.
En l'an 532, Clotaire et Childebert, cette fois rejoints par Thierry Ier, lancent une nouvelle offensive. Après plusieurs campagnes, le royaume burgonde est finalement annexé en l'an 534. La Burgondie est divisée entre les 3 frères survivants, Clotaire recevant une part significative. Cela marque une étape cruciale, le royaume franc s'étendait considérablement vers le sud-est. Les relations complexes avec Thierry Ier et Théodebert Ier, Thierry Ier, le demi-frère aîné, était un roi puissant et indépendant, régnant sur le royaume de Reims, Austrasie. Les relations avec lui étaient souvent tendues. À la mort de Thierry en l'an 534, son fils Théodebert Ier hérite du royaume. Théodebert était lui aussi un redoutable guerrier et un roi ambitieux, qui n'hésita pas à s'immiscer dans la guerre byzantino-ostrogothique. Clotaire et Childebert voient en Théodebert une nouvelle menace. Ils tentent de s'allier pour le renverser, mais leur tentative échoue. Théodebert réussit à maintenir son indépendance et même à étendre son influence. Paradoxalement, cette période de coexistence forcée avec un Théodebert puissant a peut-être aiguisé l'esprit de Clotaire, l'obligeant à affiner ses stratégies et à patienter. L'expansion vers la Septimanie et les Visigoths. Le VIe siècle est aussi une période où les Francs cherchent à s'étendre vers le sud, au détriment des Visigoths qui contrôlent la Septimanie, le sud de la Gaule et la péninsule ibérique. Clotaire participe à plusieurs expéditions contre les Visigoths, souvent en alliance avec ses frères. Ces campagnes, bien que n'aboutissant pas à une annexion complète de la Septimanie, permettent de consolider les frontières franques et de maintenir une pression constante sur leurs voisins du sud. La soumission des Saxons et des Thuringiens, mais l'ambition de Clotaire ne se limite pas au sud. Il regarde aussi vers l'est. Les Saxons et les Thuringiens étaient des peuples germaniques situés au-delà du Rhin, souvent des alliés ou des tributaires des Francs, mais dont l'obéissance était fluctuante. Clotaire mène des campagnes féroces contre eux. En l'an 531, il participe, avec Thierry Ier, à la destruction du royaume de Thuringe. Quelques années plus tard, en l'an 555, il soumet les Saxons après une campagne brutale. Cette victoire est d'autant plus importante qu'elle assure la domination franque sur une vaste zone à l'est du Rhin et rapporte un tribut substantiel au royaume. La vie de Clotaire est une longue course contre la montre et contre ses propres parents. La chance, ou plutôt la mortalité de ses rivaux, va commencer à jouer en sa faveur. La mort de Théodebert Ier et la succession austrasienne, en l'an 548, Théodebert Ier, le fils de Thierry, meurt. Son fils, Théodébald, un jeune homme malade et sans descendance, lui succède. C'est une opportunité en or pour Clotaire et Childebert. Plutôt que de s'affronter, ils concluent un pacte. Le premier qui survivrait à l'autre hériterait de la part du défunt. Clotaire, rusé, marie sa propre fille, Vuldétrade, à Théodébald pour s'assurer une position privilégiée à la cour d'Austrasie et se tenir informé. Théodébald meurt sans héritier en l'an 555. Clotaire, n'hésitant pas une seconde, annexe le royaume de son neveu. Il épouse même Vuldétrade, sa propre belle-fille, et nièce par alliance, un mariage jugé incestueux par l'Église, mais qui visait clairement à légitimer son emprise sur l'Austrasie. Ce mariage sera rapidement annulé sous la pression des évêques, mais le message est clair, Clotaire est prêt à tout pour consolider son pouvoir. Le duel final avec Childebert Ier, il ne reste plus qu'un frère, Childebert Ier, le roi de Paris, celui avec qui il avait partagé tant de campagnes et de crimes, notamment le meurtre de leur neveu. La rivalité entre les deux frères s'intensifie. Childebert, sentant la menace de plus en plus pressante, s'allie avec Crandon, le propre fils rebelle de Clotaire. Crandon était un personnage trouble et ambitieux. Gouverneur de l'Aquitaine pour son père, il avait mené une vie dissolue et s'était révolté à plusieurs reprises. Il s'était réfugié auprès de Childebert, qui le soutenait ouvertement contre son père. Cette alliance était un coup dur pour Clotaire, le forçant à affronter à la fois son frère et son propre fils. En l'an 558, Childebert Ier tombe malade et meurt à Paris, probablement de la peste qui sévissait alors. Sa mort est un tournant majeur. Sans hésitation, Clotaire Ier s'empare de Paris et annexe le royaume de Childebert, réunissant ainsi sous son unique sceptre tous les territoires francs. Clotaire Ier est enfin le roi de tous les Francs. Après des décennies de lutte intestine, de guerre et de manigance, il a réalisé ce que son père Clovis avait esquissé, la domination franque sur l'intégralité de la Gaule et au-delà. Mais son triomphe n'est pas sans ombre. Un dernier obstacle demeure, son fils rebelle, Crandon. Réfugié en Bretagne auprès du comte Conomore, Crandon refuse de se soumettre. Il est un symbole de la désunion, une épine dans le pied de la nouvelle autorité unique de Clotaire. L'affrontement est inévitable.
Clotaire rassemble ses forces et marche vers la Bretagne. La confrontation a lieu en l'an 560. Crantaine, accompagné de ses hommes et des Bretons, se prépare au combat. Mais la chance tourne en faveur de Clotaire. Conomore, le comte breton, est mis en déroute et tué. Les troupes de Crantaine sont dispersées. Cran tente de fuir par la mer avec sa femme et ses filles, mais il est rattrapé. L'ordre de Clotaire est impitoyable. Crantaine, sa femme et leurs filles sont enfermées dans une cabane. Le feu est mis à la cabane. Tous périssent dans les flammes. Cet acte final, d'une brutalité indicible, scelle la réunification par le sang. Clotaire Ier ne laisse aucun rival potentiel en vie, pas même son propre fils. C'est une démonstration terrifiante de son pouvoir absolu et de sa détermination à maintenir l'unité coûte que coûte. La réunification du royaume franc est complète, mais elle a un prix humain exorbitant. Après la mort de Crantaine, Clotaire règne seul sur l'ensemble du royaume franc pendant près de 3 ans, de l'an 558 à l'an 561. Ces années, bien que courtes, sont d'une importance capitale. Il doit désormais gérer un empire vaste et hétérogène, composé de peuples aux coutumes diverses, avec des élites régionales qui avaient l'habitude d'une certaine autonomie sous les différents rois. Clotaire, roi de Soissons à l'origine, est maintenant le maître d'un territoire qui s'étend du Rhin aux Pyrénées, des rives de l'Atlantique jusqu'à la Bavière et la Thuringe à l'est. L'administration du royaume, Clotaire s'appuie sur une administration locale déjà existante, notamment les comtes et les évêques. Les évêques, souvent issus des grandes familles gallo-romaines, jouent un rôle crucial dans l'administration, la justice et la collecte des impôts. Clotaire, bien que parfois en conflit avec l'Église, comme pour son mariage incestueux, comprend l'importance de son soutien pour gouverner un royaume aussi vaste. Il convoque des conciles, nomme des évêques et s'efforce de maintenir des relations stables avec la hiérarchie ecclésiastique. La législation. Clotaire Ier est également un législateur. Son édit de l'an 561 est un document fondamental pour l'histoire des institutions franques. Cet édit aborde de nombreux aspects de la vie du royaume, des questions judiciaires aux affaires ecclésiastiques. Il limite par exemple le pouvoir des rois de dépouiller les églises, mais il réaffirme aussi l'autorité royale dans la nomination des évêques. Il tente d'unifier certaines pratiques juridiques, même si les lois personnelles, lois saliques pour les Francs, lois romaines pour les Gallo-romains, etc., restent en vigueur. Cet édit est une tentative de donner une cohésion administrative et juridique à son royaume unifié. La religion et l'Église, bien que roi guerrier et implacable, Clotaire est aussi un chrétien. Il fonde des monastères, dote des églises. Sa relation avec l'Église est complexe, faite de respect et de pragmatisme. Il sait que l'Église est un pilier de la société et un instrument de pouvoir. Les conciles qu'il convoque, notamment celui de Paris en l'an 552 et de Tours en l'an 561, témoignent de son implication dans les affaires religieuses et de sa volonté de maintenir l'ordre au sein de l'épiscopat. Les dernières années et la maladie, le règne de Clotaire, bien que marqué par la violence, connaît aussi une période de relative stabilité une fois la réunification acquise. Cependant, comme tout roi franc de cette époque, il est constamment en déplacement, gérant les affaires de son vaste royaume depuis ses différentes résidences. Grégoire de Tours rapporte qu'à la fin de sa vie, Clotaire tombe malade. En l'an 561, alors qu'il chasse en forêt, il est pris d'une violente fièvre. Il se retire dans sa villa royale de Compiègne. Avant de mourir, il aurait exprimé des remords pour ses actes, s'interrogeant sur la nature de son pouvoir et sur sa destinée après la mort. Quel est donc ce roi du ciel qui abat ainsi les rois de la terre ? Aurait-il dit. Clotaire Ier meurt en l'an 561, à l'âge d'environ 64 ans. Il est enterré à Soissons, dans l'église des Saints Apôtres, qu'il avait lui-même fait construire. Clotaire Ier a réussi là où ses frères avaient échoué. Il a unifié le royaume de Clovis. Il l'a fait avec une brutalité qui nous choque aujourd'hui, mais qui était monnaie courante à l'époque mérovingienne. C'était un roi pragmatique, un guerrier redoutable, un manipulateur astucieux. Cependant, son œuvre, aussi grandiose fut-elle, était bâtie sur le modèle franc du partage. Et comme son père Clovis, Clotaire Ier laissa lui aussi 4 fils survivants, Charibert, Gontran, Sigebert et Chilpéric. Et c'est là que le drame se répète. Immédiatement après la mort de leur père, les 4 fils se partagent le royaume de Clotaire. Charibert Ier hérite de Paris, de l'Aquitaine et d'une partie de la Neustrie. Gontran Ier reçoit Orléans et la majeure partie de l'ancienne Burgondie. Sigebert Ier règne sur l'Austrasie, Reims, Metz. Chilpéric Ier obtient Soissons et une partie de la Neustrie. Le royaume franc est de nouveau divisé. Et cette fois, les querelles fratricides vont être encore plus sanglantes,
donnant naissance à la célèbre faillidée royale, la guerre civile qui va opposer Bruno et Frédégonde, les reines d'Austrasie et de Neustrie, pendant des décennies. L'œuvre de réunification de Clotaire aura été éphémère. Alors, quel est l'héritage de Clotaire Ier? 1. Le précédent de l'unité, bien que le royaume ait été partagé après sa mort, Clotaire a montré qu'une réunification était possible. Il a maintenu l'idée d'un royaume franc unifié, même si cette unité était souvent contestée et fragile. 2. L'extension territoriale, il a consolidé et étendu les frontières franques, notamment vers l'Est, saxon, thuringien, et le sud-est, Burgondie. 3. L'affirmation du pouvoir royal, sa manière de gouverner, implacable et autoritaire, a renforcé la notion d'un pouvoir royal fort, même face aux grands et à l'Église. Son édit de l'an 561 en est un témoignage institutionnel. 4. La brutalité comme outil de pouvoir. Il incarne la dureté de l'époque mérovingienne, où la violence était un moyen légitime d'atteindre et de conserver le pouvoir. Son règne est un rappel que l'histoire est souvent écrite avec le sang des vaincus. Clotaire Ier n'est peut-être pas le plus connu des Mérovingiens, mais il est l'un des plus importants. Il a été l'instrument de la réunification par la force, le grand ordonnateur de la dynastie après Clovis, et le précurseur des longs et sanglants conflits qui allaient marquer le siècle suivant. Alors que nous refermons ce chapitre sur Clotaire Ier, on ne peut qu'être frappé par la force de caractère et la brutalité nécessaires à l'époque pour forger un empire. Clotaire, le plus jeune des fils de Clovis, a surpassé ses frères et ses neveux par une détermination sans faille et une absence totale de scrupules quand il s'agissait de pouvoir. Il a incarné la survie du plus fort, le triomphe de l'ambition dans un monde où la cruauté était souvent la règle. Son règne est un miroir de l'époque mérovingienne, un mélange de christianisme naissant et de traditions germaniques païennes, de tentatives d'organisation étatique et de violence féodale primitive. Il a réussi à réunir ce qui était épars, à colmater les brèches d'un royaume fracturé, mais l'unité qu'il a imposée par la force ne pouvait pas durer au-delà de sa propre personne. Le modèle de succession franc allait toujours reprendre le dessus, condamnant la lignée à des luttes fratricides incessantes. Et c'est peut-être là la leçon la plus poignante de l'histoire de Clotaire Ier. La force peut unifier, mais seule la sagesse peut maintenir l'unité. Et voilà, c'est la fin de notre exploration du règne tumultueux de Clotaire Ier, l'unificateur par la force. J'espère que cette plongée dans les sombres et fascinantes annales mérovingiennes vous a passionné. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris de nouvelles choses, ou si vous avez simplement apprécié ce voyage dans le temps, 1. Mettez un gros pouce bleu. C'est gratuit et ça nous aide énormément pour le référencement de la vidéo. 2. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de Clotaire Ier, de son règne, ou des Mérovingiens en général. Quels sont les autres personnages historiques que vous aimeriez voir sur la chaîne? 3. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de ne rien manquer de nos futures vidéos passionnantes. Nous avons encore tellement d'histoires incroyables à vous raconter, tant de figures oubliées ou méconnues à remettre en lumière. Votre fidélité et votre engagement sont notre plus grande source de motivation. Un immense merci à vous d'avoir regardé. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle aventure historique.